Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 31 de Geeking. Et comme d'habitude, on va vous parler de plein de choses dans cet épisode. Avant de commencer, juste si vous voulez nous soutenir et tout, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/Studio Renegade et d'autres moyens de nous aider, tels que l'abonnement Prime Gaming, notamment Amazon Prime. C'est gratuit. Exactement. Voilà, donc Un par mois. on fait plein d'émissions, on a besoin de soutien. Donc si vous voulez nous aider, c'est par là-bas. Pareil, mettez-nous des étoiles, des pouces bleus, tout ce genre de choses qui peut nous aider. Il y a des commentaires sur les vidéos, c'est bien aussi. C'est pas mal. Ça fait monter les algorithmes. Bah c'est ça nous rend visibles. Et oui. Donc avec moi ce soir, j'ai Pierre et Captain Hugh. Tout à fait. On l'a fait en anglais ce soir? Oui. Peter to peer, and Captain Hugh. J'aurais pas dû le lancer. Moi, je peux le faire, faut que je m'entraîne parce que je vais bientôt devoir parler anglais très régulièrement, donc Voilà. donc il faut que je m'adapte au bilinguisme. D'accord. On commence par les news. C'est donc les nouvelles en français, pour ceux qui ne savent pas. Oh, merde. Les dépêches. Les dépêches. Alors, on a une toute première news qui nous a été offerte par Charlie, qui Par n'est pas Pathé ici Gaumont. du tout. Donc, qui nous a partagé un camping-car 100% solaire qui s'appelle le Stella Vitois. Vita. J'ai dit Vitois? Oui. Stella Ah Vitois. oui, parce que le titre, c'est ton Stella à toi, c'est le Vita. Ah. Parce que tu sais, comme Stella Artois, tu vois, c'est... Je suis obligé d'expliquer mes jeux de mots. Parce que... des vannes houblonnées. Je l'ai pas capté. Exactement. Donc, c'est 22 étudiants néerlandais donc, qui ont imaginé ce concept-là de camping-car. Donc, un camping-car assez particulier parce qu'il est complètement autonome. Ils volent. Et ils ne volent pas. C'est des merde. panneaux solaires, mais ça les amène pas vers le soleil. C'est juste que ça capte les rayons du soleil et hop, ça alimente c'est ça alors. Exactement, ça sert à ça, les panneaux solaires. C'est pour ça, c'est pas pour faire voler les voitures. Putain. Donc il peut s'étendre jusqu'à 17,5 mètres carrés pour capter encore plus d'énergie. Donc voilà, les panneaux peuvent sortir sur le côté. Et son autonomie est assez 10 balèze minutes, parce que hein. c'est pas une trottinette Xiaomi. C'est ça vraiment Ça tue là. c'est Ça vraiment un taille. camping-car et il fait 730 km d'autonomie par temps ensoleillé. Oh. Donc, ils disent... En descente. En descente, je Non, ne sais pas. Là, aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas... Mais voilà, c'est un petit truc. Donc, Moi, ils ont testé leur prototype en septembre. Donc, je ne sais pas si ça va être commercialisé, quand est-ce que ça va sortir, mais voilà, le concept est... C'est un petit concept sympathique. Ouais, on dirait un multiplat qui a été allongé. Oui, sans la mocheté de devant. Hein. Ça peut pas être simple à garer quand même. Mais bon, comme un camping-car quoi. Ouais, bah, le camping-car, voilà, tu vas pas dans le centre-ville de Bordeaux pour avec quoi. Non, pas trop. C'est pas trop spacieux, hein. Ça fait plus un peu... Alors, j'ai montré une photo de l'intérieur ou pas? Ouais. Ça fait plus trafic aménagé que réellement un vrai Oui. camping-car. Bon, après, ça se fait de plus en Mais plus. c'est assez spacieux. Ah, mais ça. là, le mec, il est dans une espèce de terrasse qui se déploie. Ouais, c'est Ouais, visiblement. ça doit être les Mais portes c'est le panneau latérales. solaire. C'est le panneau solaire qui se déploie. Et qui Non. fait en... Je pense pas, là. Je pense que c'est Bah, carrément une regarde, terrasse. Non, là, là, tu vois, tu c'est vois, le- c'est le panneau solaire. C'est la Oui, porte. mais la terrasse, elle est pas sous le panneau solaire. Et si, Là, tu regarde. vois bien qu'il n'y a pas de terrasse sous le Regarde. panneau solaire. On peut sous le C'est panneau la solaire. porte sur le côté. C'est la porte qui se démonte, qui se met dans une façon un peu étrange. Je pense pas. Je ne crois pas cette théorie. Je suis sûr que c'est le panneau On solaire. demandera à Charlie. à la Au-dessus, hauteur. au-dessus, c'est le panneau solaire, mais à côté, c'est la porte. On demandera à Oui, Charlie. la porte là, oui, sur le côté gauche là, mais en haut. Bon, appelle-moi Bon, Charlie. Ce meeting va durer 10 minutes parce qu'on s'est engueulé sur une news à propos Merde d'un camping-car qui voilà. C'est la faute de super. Merci, Charlie. Voilà, merci Charlie. Attends, et ça dit on peut donc le véhicule produit assez d'énergie pour rouler, prendre une douche, charger l'ordinateur, les téléphones et même préparer du café. Oh. On peut tout faire. Ça a l'air complètement dingue. Et même que si tu roules pas, tu peux préparer 3 cafés.
Exactement. Un café, moins de 100 km d'autonomie. Et s'il pleut, ça sera un café froid. Dommage. En parlant d'autonomie, il y a peut-être des machines qui tournent éternellement. Ouh, mais quelle superbe transition. Génial. On va tous mourir. Ouais, c'est ça, on va tous mourir. Non, c'est une news qui est tombée aujourd'hui, si je ne m'abuse. Oh, vous avez changé mon titre. Ouais, j'ai Ces changé son machines qui titre. tournent éternellement, songe ou réalité? C'est vrai, je l'ai trouvé un peu trop philosophique. Je l'ai trouvé un peu trop philosophique. Fais ça si tu veux. Donc, oui, ça me va très bien. Merci. À l'heure actuelle, en fait, il y a un gros souci, enfin, il y en a plusieurs, mais un des gros soucis qu'on a et auxquels on ne sait pas trop faire face, c'est la prolifération des machines dites de l'Internet des objets. Donc, en fait, les capteurs connectés, les machins, enfin, tout ce qui fleurit partout, dans les lignes de bus, les trams, les machins, ouais. Mais même chez les gens, les anémomètres, les capteurs de pression, les capteurs de température extérieure, etc. Et souvent, c'est du matos qui a une pile. Et en fait, il y a plein de capteurs comme ça. Qui ont que des piles. Non, mais surtout, ou dont les piles ne sont pas changeables. C'est-à-dire qu'une fois que la pile est morte, tu jettes le machin, quoi. Ah bah bravo. Ben, l'IoT, c'est un des gros problèmes, c'est que les puces sont tellement peu chères que c'est souvent beaucoup moins cher de jeter et racheter que de changer la pile, que de penser à un truc où tu peux changer la pile, parce que du coup tu noies la pile dans le truc, quoi, si tu veux. Et du coup t'as pas besoin de perdre de la place, etc. Et ça c'est un gros souci avec tout ce qui est Internet des objets. Et du coup il y a une université dans l'Illinois qui bosse sur de l'électronique plus développement durable entre guillemets. Et en fait, ils bossent sur des projets d'électronique sans batterie, du tout. Donc là, c'est une Game Boy. Capteur solaire, là. C'est une Game Boy. Alors, il y a des capteurs solaires tout autour de l'écran. Ah oui, c'est un DLC du camping-car. C'est ça. Il est en option. Et t'as aussi la friction de l'appui sur les boutons qui génère de l'électricité aussi, qui est récupérée. Et du coup, ce projet-là, il est sorti l'an dernier, si je ne m'abuse. Et du coup, c'était un peu un premier pas, entre guillemets, pour dire on peut créer de l'électronique qui n'a plus du tout de batterie et qui du coup peut produire sa propre électricité et donc peut être plus durable. Cool. Quoi ? C'est cool ça. Bah oui. Pardon, j'ai semaine est dure. J'ai pas entendu. Et du coup. Du coup, aujourd'hui, ils ont parlé d'un projet qu'ils avaient qui est la suite logique de ce projet-là, qui est de faire en sorte de rendre à disposition, enfin de mettre à disposition à tous les gens du commun entre guillemets qui font des projets d'électronique do it yourself, et ben une plateforme qui soit capable de fonctionner sans pile ou accumulateur. Et du coup, pouvoir faire, y compris quand tu es un indépendant qui n'a pas forcément trop de thunes, de gros processus compliqués au niveau de l'industrialisation, etc., tu peux faire du matériel électronique qui soit durable, dans le sens où tu n'es pas lié à une durée de vie, à une pile, et à tout ça qui cause quand même pas mal de pollution. Et ils sont arrivés avec ceci, qui est donc alors ça c'est les toutes premières versions, hein, les versions d'essai, quand ils ont essayé de construire le truc. C'est marqué To Be Free. Mais alors la techno s'appelle Be Free. Effectivement, il y a 27 degrés Be Free. Hein, il y a que toi qui as vu To Be Free, je pense. Bonjour monsieur, je voudrais acheter 2 To Be Free. Merde. To be free, please. Et du coup, le but, c'est de faire une carte. Donc la carte Nifon. Rouge. La carte quoi ? Non. Python, il y a marqué. Python, oui. Je sais pas, minette. La carte rouge, qui est un truc qui permet d'alimenter de façon autonome, donc sans batterie ou quoi que ce soit, la carte du dessous, qui est une carte du commerce, type Arduino. Et du coup, le but, c'est de faire effectivement une extension, donc là, la même en vert, qui peut se plugger directement du coup sur ta carte, sur ta carte mère en dessous de ton projet d'électronique. Et du coup, il y a un petit capteur solaire et t'as tout ce qu'il faut pour rendre tout ton boulot et toute ta carte autonome, quoi.
on est surtout tolérant aux pannes d'électricité, entre guillemets. Ah oui. Parce que il y a le capteur solaire, mais il y a aussi le fait que si jamais d'un coup ton capteur solaire il a plus de soleil et que du coup il a plus d'énergie, tout s'arrête. Et souvent, dans l'informatique, quand tout s'arrête brutalement, c'est compliqué de repartir derrière. Alors il y a des systèmes qui sont même pas capables de repartir, et il y a d'autres systèmes qui mettent très longtemps avant de pouvoir repartir. Là, le but, c'est d'avoir une carte qui soit aussi en mesure de mettre en pause tous les processus et les reprendre instantanément une fois que l'électricité est à nouveau disponible à travers le capteur solaire. Et du coup, c'est donc comme ils le mettent dans l'image, c'est une carte d'extension dédiée au Metro M0. Les Metro M0, c'est des cartes type Arduino sur lesquelles tu codes en Python et du coup sur lesquelles tu peux connecter plein de capteurs externes. Cool. Et du coup, moi je trouvais ça sympa. Parce que du coup, ça, même si pour le moment c'est un peu réservé aux gens qui font ça en do it yourself, un peu pour les passionnés entre guillemets, ça peut quand même laisser présager un nouveau. Pro va peut-être pouvoir s'y intéresser à un moment. Et c'est ça. On risque d'avoir un renouveau un peu de l'électronique, peut-être un changement de paradigme qui peut être pas mal. Parce que là, clairement, ça fait combien ? Ça fait 20 ans qu'on entend tous les ans parler d'une super nouvelle technologie de batterie qui va tout changer, et puis en fait les téléphones durent toujours que 24 heures. C'est ça, c'est vrai. Du coup, peut-être que si on vire la batterie, ce sera limite plus simple que d'avoir une nouvelle technologie de batterie. Bon, bien sûr, on pourra pas tout faire, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Je sais plus si tu l'as dit, ils ont sorti. C'est déjà sorti ou ils sont en train de faire le truc En fait, c'est l'université d'Illinois avec une université néerlandaise qui a bossé sur le projet. Ils en ont fait un produit. Je sais pas si on peut l'acheter. Dans l'article, on parlait pas de commercialisation. Ouais. Mais en tout cas, ils en sont au stade de la production. Donc, a priori, pour tous les gens qui vont faire des projets avec ce type de carte, tu pourras acheter l'extension, je pense, pour te passer de batterie et d'alimentation. Trop bien. Trop bien. Alors, prochaine news qui, moi, m'a fait un peu rire. C'est, donc, il y a encore, je sais pas ce qui se passe cette année, mais c'est des adaptations live des animés. Il y en a 4 milliards et demi. Enfin, des annonces à l'appel tout le temps. Moi, j'arrête pas de vous saouler avec Cowboy Bebop, par exemple. Et là, il y a les Chevaliers de Zodiac, donc Senseiya, qui a été annoncé. Donc un film live action, et il y a Sean Bean qui serait dedans. Il va mourir ? Alors, je suis pas sûr parce que après il a modifié pas mal de ses contrats pour ne plus mourir. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Il mourait trop rapidement. Donc j'ai pas vu la série là avec le train dans la glace là, transpersonnage là. Snowpiercer. Il est dedans, je crois. Je sais pas s'il est mort, mais tu vois, il y a... Non, dans les 2 premières saisons, il survit. Enfin, non, c'est vrai. Il arrive à la fin de la première et il survit à la deuxième. Donc, et le monde a continué de tourner. Donc il est dans le coma. Alors non, le train a continué de tourner. Le monde, il tourne plus trop. Enfin, il tourne, mais bof. Donc, il y a cette annonce-là, et il y a d'autres visages. Alors moi, les jeunes, sincèrement, je ne les connais pas du tout. Apparemment, la blonde, elle est connue... c'est Clone 1 et Clone 2. Comment elle s'appelle déjà Oui, c'est elle. Ah oui, c'est Famke Janssen. Non. Ah oui, alors il y a Famke Janssen, c'est le milieu. C'est pas la jeune. Oh non, oui, mais moi les noms. Famke Janssen dans X-Men. Ah si. Dans plein de trucs. Dans X-Men, c'était Jean Grey. Dans GoldenEye, c'était la folle. C'est vrai. Dans comment c'est Emily Grove. Dans la toute première série de Netflix avec des loups-garous et des vampires. Je l'ai vu celle-là pourtant. Ouais, je me souvenais pas qu'elle était dedans. C'est la mère. La mère vampire. D'accord. Elle joue bien le vampire. Il y a Marc Dacascos qui serait dedans aussi, donc cool. Lui, je l'aime bien. Mais voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, déjà, je suis pas un grand fan des Chevaliers du Zodiac, de Senseiya et tout. Je suis passé un peu à côté de tout ça. Mais l'annonce du film live, ça me fait ni chaud ni froid. Mais vu Sean dedans, tu sais que ça va s'appeler Senseiya Evolution. Non, a priori, je sais pas pourquoi, mais ils ont arrêté d'appeler les trucs comme ça. Putain, c'est dommage. Ouais, non, je sais qu'il y a un des mecs qui a bossé sur les effets spéciaux de The Witcher qui est dedans. Ah, cool. Et les effets spéciaux de The Witcher,
c'était des fois bien, c'était des fois moins bien. Donc, tu vois, il y a rien qui me rassure réellement sur le projet. Mais voilà. Non, mais c'est surtout c'est le réalisateur. Le mec qui a bossé sur les effets spéciaux du Witcher. Ouais. C'est le réal Oui, de ça va Sensei. être le réal, ouais. En effet. Et donc ouais, voilà. Donc il va y avoir des effets spéciaux, je pense. Ça peut le faire, là, de toute façon. Oui. Tout peut le faire, mais voilà. Puis quand t'as vu Dragon Ball Evolution, de toute façon, tu te dis, c'est bon. Peut-on vraiment faire pire? Je n'ai pas vu. Je suis pas sûr. Tu l'as pas vu? Je n'ai pas vu Dragon Ball Evolution. Mais estime-toi Je ne le regarderai jamais, je ne veux pas... Estime-toi heureux. Ah oui, je le regarderai jamais. C'est hors de question. Défi de l'année 2022, faire regarder Dragon Ball Evolution à Timo. Moi, quand j'ai lu cette news, je me suis marré parce que j'ai vu le nom Marc Dacascos. Et du coup, j'ai lu l'article en me disant, quel rôle il va jouer, Marc Dacascos? En fait, il y a qu'un endroit où il est marqué Marc Dacascos. C'est ça. C'est du name dropping en mode, blah, voilà, il va être là. Je pense que c'est le mec qui tient la perche. En vrai, on a peu d'infos, hein, vraiment peu. Ah ben oui. On sait qu'il va y avoir des jeunes qui vont avoir des pouvoirs cosmiques et il va falloir les former. Donc c'est le rôle de Sean Bean et puis voilà. Pour aller délivrer sans doute Athéna et monter des milliards de marches d'escalier. Voilà. Ah oui. Du coup, on enchaîne avec quelque chose de peut-être un peu plus sexy. Il y a eu le Nintendo Direct il y a pas longtemps. Oui, c'était cette nuit. Hein, et ça sent que c'est une news qui a été ajoutée à l'arrache parce qu'il n'y a pas de titre particulier. Oui, mais en même temps, j'avais pas l'idée, mon titre. Moi, les blagues dans les titres, voilà. Nintendo, on aurait dit pas direct, vu qu'on en parle maintenant, ou Nintendo asynchrone. Alors, non, il y a eu quelques petites news. Il y a eu notamment un jeu qui a été montré, Nintendo Direct d'1 heure, hein, quand même. Donc, ils ont montré quelques trucs. Ils se sont fait un peu tacler la gueule ces derniers temps parce qu'ils avaient du mal à sortir il n'y avait pas eu de grosse d'annonce à l'E3. Ouais. Là, on a un petit nouveau jeu Kirby qui arrive. Il est où Kirby? Il est en bas, en tenue de Zelda. Oui. Un premier Kirby en tenue 3D. De quoi? De Link, pardon. C'est passible de la peine de mort, ça. C'est possible de la peine de mort. Non, attends. On sait pas, ça se trouve la chemise de nuit de donc c'est un bon ça serait un petit platformer 3D jeu d'aventure. Ça a l'air tout mignon. Comme Mario 64. Ouais, un petit côté. Oui, il a dit quoi? Pardon. Ok, très bien. Alors, je vois que j'ai des gens qui sont un peu extrémistes dans la salle. Donc celui-là il me dit bien, voilà, petite présentation. On a eu aussi des jeux dont on entend parler depuis un grand moment comme Bayonetta. Tout ça va sortir en 2022. Encore le 3, ça fait 5 ans qu'ils travaillent dessus. Ouais, je crois donc là, c'est l'annonce du 3 ou ça c'est l'annonce avait été faite, non, c'est le 3 qui va sortir. Et il sortira lui aussi en 2022. Donc ça a un peu ravivé les fans parce qu'ils étaient un peu en perte d'espoir sur la suite de la saga. Donc Kirby, ça sera Kirby le monde oublié et Bayonetta, c'est juste Bayonetta 3. On a eu des infos sur Splatoon 3 aussi, tout simplement, qui va sortir aussi en 2022. C'est le truc avec les taches d'encre. Ouais, c'est les calmars. Et voilà, c'est un peu les deux grosses annonces. Après, on a eu des petites annonces Oh, Spyro le dragon. Voilà, dans Monster Hunter, des extensions de Monster Hunter Rise. C'est pas un Pokémon ça qui va sortir bientôt. Non, c'est pas un Pokémon. C'est un shiny, regarde, il y a des petites. On a eu quoi d'autre? Ouais, il est shiny, il est brillant. On a eu des annonces sur Animal Crossing avec maintenant on va pouvoir attraper des oiseaux et les mettre en cage. Adieu la liberté, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Les oiseaux, faut arrêter de voler, c'est comme ça qu'on finit en prison. Exactement. Ça c'était bien. Je valide. Donc si. Voilà. Donc voilà, deux petites annonces sympas et surtout l'arrivée dans l'abonnement et peut-être avec un nouvel abonnement, ils n'ont pas été très clairs là-dessus, mais ça va arriver de la Nintendo 64. Comme ils ont sorti, quand on est abonné sur le Nintendo Online, on a un émulateur de NES, de Super NES, et maintenant on va avoir la N64 avec une liste de jeux assez énorme. Des gros jeux, Mario bien évidemment, Zelda, mais aussi Banjo & Kazooie,
Pokémon Snap de l'époque, le premier Super Smash Bros. Oui, je crois. Et il y aura aussi la Mega Drive qui va arriver aussi. Et avec une émulation de Mega Drive, ouais, tout à fait. Donc tout ça, il y a eu un rapprochement entre Nintendo et Sega. Ouais, il y a eu des rapprochements. En effet. J'espère qu'il y aura les Mega CD. C'est plutôt cool. Ça s'appellera Sega Mega Drive, juste tout simplement. Ça s'appellera pas autrement. Nickel. Et puis voilà. Et après, il y a eu des petites news sur Tetris 99, Pac-Man. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi? Alors ça fait partie des autres petites news. C'est un Chocobo. Des jeux Square Enix. Donc on a Chocobo Grand Prix. Donc un jeu de Chocobo qui sont course de Chocobo. Alors en roller. Ils sont pas toujours en roller. Il y a 1000 et un moyen de locomotion et ça ressemble un peu à Mario Kart en moins joli. Mais ça peut être trop fun et ça sortira aussi en 2022 ça. D'accord. Donc c'est que des chocobos? Ouais, c'est que des chocobos. C'est que des chocobos de couleurs skins différents, mais c'est que des chocobos. C'est Chocobo. Il n'y avait pas déjà eu un course de jeu au chocobo? Et ben si, Chocobo Racer, je crois. Ouais, ben voilà, ben c'est la. Lui, après, dans Final Fantasy VII, tu peux faire des courses de chocobo aussi. Mais... Oui. Voilà, après on a eu des petits jeux, différents petits jeux, mais là, ça a eu la suite d'un jeu qui avait été annoncé à l'E3 qui s'appelle Triangle Stratégie, qui est un jeu qui reprend un peu les. C'est ceux qui ont fait, comment ça s'appelle, Octopath Traveler. Donc c'est un car design un peu daté, mais qui rend très bien à l'image parce qu'il y a plein d'effets lumineux qu'on pouvait pas faire à l'époque et c'est plutôt sympa. Donc ils ont annoncé la date de sortie, mais je l'ai pas noté là, mais en tout cas ça sera aussi fin 2021 ou début 2022. Donc c'est plutôt cool. Puis après on a eu des remakes, j'ai pas mis de... On a eu l'ultime rencontre, le dernier perso de Smash qui sera révélé le 5 octobre à 16h. Parce que Smash Bros, ça fait 2 ans qu'ils ont des passes combat sur l'année, qui sortent un perso tous les 2 ou 3 mois. Et là, ils vont sortir un dernier perso qui arrivera. Les fans espéraient un Waluigi, mais c'est peu probable. Ça sera peut-être autre chose. Une annonce dans une annonce. Ouais, ils sont très forts pour ça, Nintendo. Et après, on a eu aussi une compil Castlevania qui va sortir sur Switch, qui sera achetable. On a eu aussi l'annonce de KOTOR qui allait avoir une adaptation en Knight of the Old Republic sur Switch. L'ancien KOTOR qui sera adapté pour 12 €, je crois. Donc, et que sur l'eShop, mais voilà, plein de petites annonces. Comme il y en a eu pour vraiment tous les goûts, et ça, c'est plutôt cool. C'était un bon Nintendo Direct. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un Nintendo Direct où tout le monde pouvait être content parce que ils ont quand même annoncé Bayonetta à la sortie, le petit Kirby qui a l'air vraiment trop bien, sincèrement, ça, avec des endroits bien différents, des bonnes ambiances. Et je fais beaucoup long. Et la dernière annonce qu'il y a eu, c'était pas une annonce parce qu'on savait qu'un film Mario était en production. Mais par contre, c'est l'annonce du casting. Un live action. Du casting, tout simplement. Encore un. Pour rappel, c'est le studio Illumination qui va le faire en collab avec Nintendo. C'est ceux qui ont fait les Mignons, du coup. Ouais. Ça sortira le 21 décembre 2022. Et le casting, sous vos yeux ébahis, sera de Mario. Oh, ça sera Mario. Alors les fans sont un peu dégoûtés que ça soit pas des Italiens, les frères... à repasser. Les frères Bros. Les frères Bros. Charlie Day pour Luigi. C'est qui lui déjà? Je t'avoue que je sais pas. C'est un acteur de série, hein, Charlie Day. Hein. Ouais, il me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, ça me dit on l'a vu certainement en second couteau dans plein de trucs. Ouais, sûrement. Anya Taylor-Joy dans Peach, ouais, pour le rôle de Peach. On a Keegan-Michael Key dans le rôle de Todd. On a, et là, c'est quand même trop bien. Jack Black Bowser. C'est juste la meilleure annonce. De toute façon, Jack Black, c'est le dieu des internets. Il y a pas... trop bien. C'est trop bien. Moi, c'est juste ça qui me fait plaisir. On a quand même Seth Rogen dans Donkey Kong, ça peut être top. Ouais. Et après, d'autres personnages qui sont un petit peu moins connus, des acteurs de série ou des acteurs de second rôle. Visages connus, mais... Ouais. Pour Kamek, Kamek, si c'est un petit personnage qui vole et qui envoie des trucs. Ah oui, c'est avec le sceptre là. Ouais, c'est le sceptre là. Qui vient de la planète Kamek. Ouais. Il s'est fait dézinguer par un blond à une époque. Et donc c'est plutôt cool. Plutôt cool. Voilà.
Ouais, c'est pas un film live action. Hein. Les gens, ils se posent c'est la question. C'est un anime. J'ai dit live action, non. Non, c'est moi qui dis live action. C'est moi qui dis de la merde. Non, c'est un anime. C'est un anime avec des voix un peu connues, c'est plutôt cool, moi je trouve. D'accord. Voilà. Ouais, le projet peut être sympa. C'est con parce que je voyais déjà Jack Black avec sa carapace sur le dos. Alors peut-être ils prendront parce que maintenant on sait qu'on peut faire peut-être avec des capteurs, peut-être en motion capture, ça pourrait être cool. Parce que Jack Black a tellement une palette grimaces faciales, ça pourrait être top. Voilà, donc c'est plutôt cool cette petite annonce, on verra ce que ça donne, mais ça sera rendez-vous dans les salles le 21 décembre 2022, donc c'est pas encore. C'est dans un an. Hop, prochaine news pour le recyclage. Donc, au Japon, a priori, ces derniers temps, ils ont eu quelques petits soucis de tri sélectif au niveau des ordures et tout. Et pour sensibiliser les personnes au tri, les enfants au tri, ils ont imaginé des poubelles qui ont la tronche des titans dans Attaque des Titans. Alors, est-ce une bonne idée? Je mets pas la main dedans. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre la main dedans? Non. Pour trier. Je ne sais pas d'ailleurs, il est très très content, le petit enfant, de mettre la... Ouais, il est pas serein quand même. Je suis content. Normalement, il n'a pas l'âge d'avoir vu les animés ni lu le manga, en théorie. C'est peut-être pour ça qu'il fait cette tête-là, il ne voit pas ce que c'est. Ouais. Mais du coup, c'est comme vous pouvez le voir, hein, je pense c'est japonais quoi. Oui, mais vous pouvez voir aussi le sponsor du truc, Coca-Cola, assez facilement. Mais voilà, Coca-Cola s'est associé avec l'organisation de protection de l'environnement, donc Change for the Blue, et ils ont décidé d'installer ces poubelles-là. Ensuite, l'opération sera, tout le contenu qui a été mis à l'intérieur sera analysé pour voir si ça a bien fonctionné et tout, et ça va durer jusqu'au 22 novembre. Donc, bonne idée ou pas, je sais pas. Le principe est rigolo. Voilà, c'est cocasse. C'est spécial. Après, moi perso, j'irais pas forcément mettre ma main à l'intérieur. Non plus. Ayant vu l'anime et lu les mangas, tu vois, c'est pas bon signe, c'est pas une bonne chose de mettre sa main dans la bouche de quelqu'un. Déjà, naturellement. Ouais, déjà, même si c'était pas des titans, c'est chelou. Non, ça donne pas envie. C'est déjà bien chelou. Ouais. C'est japonais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Japon. Exactement. Donc voilà, un peu petite news marrante, et je ne pouvais pas passer à côté, comme d'habitude, dans chacun des épisodes. On avance un petit peu plus sur l'adaptation de Cowboy Bebop. Donc, on a eu les premiers visuels. Donc du casting. Du casting qui est vraiment dans les habits des personnages. Donc on a John Cho en Spike, on a Daniela Pineda en Faye Valentine et Mustafa Shakir en Jet Black. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Alors ça fait un peu cosplay quand même. Ouais. Ça fait Jet Black, c'est peut-être celui qui ressemble le moins, mais bon, il avait une carrure un peu étrange. Faye Valentine, bon, il y en a énormément qui l'a décrit parce qu'elle ne fait pas aussi sexy que dans l'animé. Dans l'animé, c'est des années 80. C'était 90. 90, hein. C'était un peu poussif, on va dire, Faye, et elle s'est fait tellement harceler que je crois qu'elle a mis un peu un stop à son compte Twitter. Mais voilà, on a vu l'ambiance, enfin on voit les personnages, mais aussi on voit le décor. Et le décor, il suit vachement aussi le vaisseau original et tout. Ouais. On retrouve plein de trucs, donc pour moi c'est plutôt prometteur. Donc ça c'est vraiment le personnage d'origine. Qui veut jouer le corgi du coup? Il y a un corgi déjà, hein, je l'ai pas trouvé dans les images. Mais il y a un corgi, donc s'ils font un peu comme dans les séries animées, ils vont le récupérer à la fin à la fin du premier épisode, mais voilà. Donc la série avance. Pardon, Covid. La série avance et plus ça va, vu les moyens qui ont été mis en œuvre avec pour la BO, ils ont repris Yoko Kanno. Enfin, il y a plein de trucs qui reprennent. Donc pourquoi pas. Voilà. C'était
C'était la dernière petite news. Et on va pouvoir enchaîner avec les sujets du moment. Et je propose qu'on commence avec Squid Game. Ah ouais, Squid Game. C'est quoi Squid Game? Squid Game, c'est ça. Donc, c'est une série Netflix qui est sortie le 17 septembre, donc la semaine dernière. C'est une série sud-coréenne. Donc ils ont fait un peu de promo quand même en France. Alors ils ont peut-être fait un peu de promo de mon côté parce que j'ai maté des séries sud-coréennes. Peut-être que vous, il vous l'a pas trop proposé. Les 10 derniers sujets, c'était que des trucs sud-coréens. Que dalle. C'est pas vrai, c'est faux. Les 4 derniers peut-être, mais pas les 10 derniers. Non, mais du coup c'est une série. Et si moi je l'ai eu en avant aussi. Ouais. C'est une série qui tourne autour de ce mec-là. Je n'ai pas son nom parce que je prononce Sung-Yoon. Shunki, Même avec les sous-titres, j'y arrive pas. C'est ça, voilà, je prononce. C'est super difficile de prononcer correctement les prénoms coréens. Ce mec-là, c'est donc un loser. Il doit être du fric à un peu la terre entière. Et bien sûr, il a pas de thune pour rembourser. C'est le mec qui veut rien faire de ses 10 doigts. Et un jour, il est approché par des gens qui lui proposent de jouer à un jeu. Et le jeu est trop drôle. Et voilà, et c'est très drôle. Donc c'est les Mikado. Donc pour jouer à son jeu, il dit qu'il veut bien. Et en fait, du coup, il doit rentrer dans une bagnole. Et là, on l'endort. Et il se réveille là. Donc dans une pièce où il y a des pieux partout et dans laquelle ils sont 456, tous habillés en jogging vert. Et en face d'eux, ils ont donc ce type de gars là, qui eux ont du coup tous, ils sont tous anonymes, ces mecs là, les mecs qui sont en rouge. C'est pas la Casa de Papel. Et c'est pas des boutons PlayStation. Non plus. Et pourtant il y a des triangles. Il y a pas de croix, mais il y a des triangles. Et en fait, sur les masques, le symbole représente leur place dans la hiérarchie. Donc les carrés c'est les plus hauts. Ensuite il y a les triangles et encore en dessous, en fait, les merdes entre guillemets qui font tout le boulot de merde, c'est les ronds. Et du coup, on leur dit, vous êtes tous endettés, vous avez tous besoin de thunes, donc nous, ce qu'on vous propose, c'est jouer à 5 jeux, et si vous arrivez, si vous êtes vainqueur à ces 5 jeux, ceux qui seront vainqueurs pourront se partager la somme de 45,6 milliards de won. Ça fait beaucoup. Alors, milliards, ça fait beaucoup, ça fait quand même 32 millions d'euros, mais c'est vrai que le won est très très bas. Le won sud-coréen est vraiment très bas. Mais du coup, ça fait presque 33 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal quand même. Du coup, c'est plutôt alléchant. Donc, premier jeu, il se retrouve dans cette arène. Donc c'est peint là, c'est pas un vrai fond. Ouais, non, c'est une pièce à ciel ouvert, mais genre une pièce de plusieurs kilomètres carrés quoi. C'est peint et pas que. Et pas que, ouais. C'est-à-dire que là, au milieu, t'as des vraies pièces, t'as des trucs qui sont, t'as du décor posé contre entre guillemets. Donc le premier jeu, je peux vous spoiler parce que c'est le premier épisode. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on voit dans le trailer. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le trailer. C'est un 1, 2, 3 soleil. Et du coup, ils jouent à 1, 2, 3 soleil. Et en fait, ils ont 5 minutes, je crois, de mémoire ou un truc comme ça. À coup de 1, 2, 3 soleil pour arriver derrière une ligne. Donc, bon, ils captent pas trop, il se passe rien, machin, etc. Et puis, jusqu'au moment où il y en a un qui se fait capter en train de bouger quand l'android qui dit 1, 2, 3 soleil dit soleil. Et il prend une balle dans la tête. Oh. Donc c'est plutôt expéditif. Donc voilà, panique, machin, etc. Tour suivant, tout le monde est en train de bouger, tout le monde, enfin plein de gens se font flinguer. Panique, tout le monde bouge, tout le monde. Voilà. Non, exactement. C'est comme ça qu'on y joue, non? Exactement. C'est pour être un peu plus motivé. Et donc voilà, ils s'aperçoivent assez rapidement que en fait c'est des jeux dans lesquels ils vont tous risquer leur vie. Que du coup il faut rester, en fait il faut gagner. Sherlock. En fait quand tu perds dans un jeu, tu meurs. On t'abat. Même si t'es pas mort par le fait d'avoir perdu, on t'abat. Il y a plein de mangas comme ça. Bah oui, ouais, ça rappelle un peu Battle Royale, effectivement. Quand on a parlé de quoi Alice aussi in Borderlands. Alice in Borderlands aussi. Que j'avais vu en entier, que j'avais vraiment adoré. Ouais. Mais en effet, c'est pas du tout pareil. Ouais. Non, c'est vraiment une ambiance radicalement différente parce que là, on a des gens qui sont là au début
involontairement. Ouais, ils ont pas compris dans quoi ils mettaient les pieds, entre guillemets. Mais à un moment, il y a un événement qui fait que, en fait, ils deviennent volontaires. Et en fait, c'est quand tu passes du mode victime au mode on participe vraiment au truc, où il y a vraiment un truc qui se passe au sein de la série. On est, la série, à partir du moment où tu t'accroches un peu sur les 2 ou 3 premiers épisodes, en fait, elle te bouffe tout cru, quoi. Et t'arrives, c'est 9 épisodes, t'arrives à l'issue des 9 épisodes, t'as presque l'impression d'avoir couru un marathon, quoi. Et c'est 60 minutes en moyenne les épisodes, à peu près. Il y en a juste un, c'est l'avant-dernier qui fait 32 minutes. Franchement, moi, c'est une des séries. C'est rare qu'il y ait une série qui me choque autant, enfin qui me choque, qui m'attrape autant, entre guillemets, au trip. Franchement, je la conseille vraiment. Je la trouve assez hallucinante. J'ai vu jusqu'à ce jeu-là. Ouais. J'ai fait que les 3 premiers épisodes. Ouais. Donc ça, c'est pour passer d'une pièce à l'autre, pour aller faire les jeux. Donc c'est un truc assez hallucinant. Alors, il faut savoir que une grande partie des décors sont des vrais décors. C'est-à-dire qu'ils sont à taille humaine. Ouais. Et c'est-à-dire que là, cette scène-là, ce jeu-là, le premier jeu où ils sont 456, c'est 456 acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul gars géré par ordinateur, quoi. C'est bien. Donc c'est surtout que c'est hyper crédible, quoi. Ça te fait un visuel mais hallucinant parce que tu vois vraiment 456 personnes jouer à 1, 2, 3 soleil sur une espèce d'énorme plaine, quoi. Et c'est moi ce truc m'a vraiment fait halluciner. Moi ce que je trouve vraiment assez dingue sur les 3 épisodes que j'ai vus, ça prend énormément le temps de mettre en place le jeu, le concept et tout. L'événement qui change tout arrive dès le 2e épisode. Ouais. Donc tu demandes au 2e épisode, tu demandes un peu où est-ce que ça va aller. Ouais, c'est clair. Et une fois que cet événement-là est passé, t'as envie de voir la suite, t'as envie de voir le changement de comportement de tous les personnages et tout à partir du moment où ils sont volontaires. Mais là où ce que j'ai trouvé moi assez dingue, c'est le souci de la réalisation, le détail qu'il y a dans la réalisation. C'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, à aucun moment je me suis dit c'est des effets spéciaux. Et en effet, c'est pas des effets spéciaux, c'est pas des CGI, c'est vraiment 100% c'est un vrai réel. décor, c'est 450 personnes qui marchent. Ce deuxième décor-là, c'est des jeux pour enfants qui sont très grands. Tu vois, il y a vraiment un boulot là, tous les lits, les 455 lits. C'est 456 lits, c'est pareil, c'est tout fait réel. Et du coup, à aucun moment tu sors de l'épisode en disant c'est mal fait. Tu vois, il y a aucun moment tu te dis ça. Ouais, c'est clair. Et c'est ouf. Et là où je trouve qu'il y a aussi un travail assez monstrueux, c'est sur l'ambiance sonore. Ouais. Donc la musique est t'as la folle. musique classique, mais la musique des jeux Ouais. est ça fait enfantin. Mais malaisant. Parce qu'ils jouent à des jeux d'enfants. Enfantin flippant quand même. C'est enfantin, t'as un petit truc où c'est entraînant et tout, mais tu sais que tu vas mourir. C'est ça. Ouais, on y va gaiement. Ouais. Franchement, il me tarde de voir la suite, parce que j'ai vu les 3 premiers pour toi, hein, pour voir. Pour moi. Avec toi, parce que j'avais adoré Alice in Borderlands, et je m'étais dit, tiens, ça peut être pareil. Le concept peut faire vue, mais à chaque fois, ils trouvent des choses. Si c'est bien fait, si ça fait nouveau. Mais en fait, c'est ça. En fait, le premier épisode, il fait très Battle Royale. Ouais. À la fin, tu te dis, ok, c'est un Battle Royale sur 9 épisodes, on va se faire chier. Et en fait, effectivement, l'événement qu'il y a dans le 2e épisode, en fait, ça change l'ambiance, mais du tout au tout. Ouais. Et au fur et à mesure, il y a des éléments qui arrivent en plus dans l'intrigue. Tu en apprends un peu plus sur pourquoi ils sont là, sur comment ça marche. Et sur qui s'en occupe entre guillemets de faire tourner tout ça, et au fur et à mesure que ça avance, moi j'ai tout trouvé crédible en fait, même au niveau scénaristique. Il y a énormément de séries où en fait il y a un moment où ils laissent complètement tomber le réalisme, et ils sont en mode allez vas-y on balance n'importe quoi, et là, ça va passer. Il y a pas de truc genre la survie des épreuves, faut faire un bond de 50 mètres et t'as un mec qui arrive à le faire. C'est que des trucs que des trucs possibles qui font c'est une question pour Pierre, hein. C'est ça non. Ou non mais c'est que du réaliste. Ouais.
c'est que du réaliste, et justement, vraiment du début à la fin, tu te dis, mais en fait, tu pourrais être un de ces gars-là. Ben, en fait, c'est comme si tu jouais comme un enfant, sauf que la règle quand t'es petit, tu fais t'as perdu, t'es mort. Ouais. Là, t'es vraiment mort. Bah, là, c'est pareil, t'as perdu, t'es mort. Là, tu meurs. Mais bon, et ouais, on te force à redevenir enfant sur ce point-là, mais bon, tu peux y perdre ta vie. Alors, le truc rigolo, c'est que je crois que c'est dans le tout premier épisode où en fait il reçoit une carte où en fait c'est le. Faut l'arrêter de dire en fait. Il reçoit une carte sur laquelle il y a un numéro de téléphone et en appelant ce numéro de téléphone, il peut s'inscrire au jeu. Ce numéro de téléphone, c'est un vrai numéro de téléphone de vraiment quelqu'un en Corée du Sud, sauf que il y a que 8 caractères. Et les numéros de téléphone en Corée du Sud, c'est 11 caractères. Donc ils ont supprimé 3 caractères, sauf qu'ils ont supprimé les 3 caractères du début, où c'est l'indicatif de la zone de la ville de Séoul. Et sauf que tu peux appeler dans ton quartier un numéro en mode court avec juste 8 caractères. Donc le mec reçoit 4000 appels par jour en ce moment. Oh merde. Ah ouais. Et voilà. Et du coup, le mec disait que sa batterie de téléphone dure en moyenne 3 heures en ce moment, et que le truc chauffe, et qu'il peut plus, enfin, il est obligé de l'éteindre, sinon il a plus de vie. Et du coup c'est une connerie de l'équipe de production quand même, et Netflix pourrait avoir une amende parce que c'est répréhensible par la loi. Et il pourrait avoir une amende quand même de 50 millions de won, donc ça fait 36 000 euros. C'est déjà bien, 36 000 euros. 36 000 euros, c'est plutôt pas mal. Pour Netflix, c'est rien. Du coup, en résumé, grosse claque. Grosse claque. Il y avait une question si les morts sont violentes. Moi, de ce que j'ai vu, c'était juste une balle de pistolet, donc je sais pas, mais... Alors j'y venais, entre guillemets. Puisqu'en fait, au niveau des gros plus, j'ai pas fait le Photoshop. Oui, il n'y a pas les plus et les moins. Mais pourtant je l'ai, attends. Tu l'avais fait? Ouais, je l'ai. Ah, mais t'as pas dû l'uploader. C'est bizarre. Mais du coup, au niveau des plus, pour moi, la série entière est une énorme claque. Ah bah voilà, parfait, merci. C'est complètement dingue, mais c'est complètement crédible. À aucun moment j'ai pu décrocher en me disant, voilà, comme on disait tout à l'heure, on sort pas en fait de l'histoire. C'est une série qui a une vraie fin, dans une époque où les séries n'ont pas de fin, pour la plupart. C'est un changement agréable. Bon, il y a un petit cliffhanger à la fin. Il n'y a qu'une saison ? Il y a un tout petit cliffhanger à la fin, mais je me dis que même s'il y a une saison 2... si c'est pas renouvelé, c'est pas grave. Je pense que... Non, mais je pense que... Alors, si c'est pas renouvelé, c'est pas grave, parce qu'on a une vraie fin. On a une clôture à l'histoire. Ouais. Clôture à l'arc actuel, quoi. Voilà. Et si c'est renouvelé, je pense que de toute façon, ça ira loin à côté, quoi. Enfin, loin ailleurs. Ouais. Ça ira chercher de la nouveauté, enfin, j'espère. Et dans les moins, voilà, il y a... Parfois, je trouve qu'il y a quelques scènes violentes, donc pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a quelques scènes violentes qui sont un peu gratuites, entre guillemets. Il y a des trucs qui n'apportent pas grand-chose, quoi, qu'ils auraient pu couper, et où on a vraiment l'impression d'une violence gratuite. Mais après, je pense que c'est aussi culturel. En Corée du Sud, je commence à avoir vu... maintenant, je commence à avoir vu pas mal de trucs coréens. Je pense qu'ils ont une violence, un peu comme au Japon, en fait, où t'as en façade, entre guillemets, t'as toujours une réserve. Tu te retiens, entre guillemets, t'es toujours dans la retenue, et du coup, forcément, il y a un moment où ça craque, et je pense que, du coup, notamment les Japonais à travers les mangas, à travers tout ce qu'ils sont capables de produire de horrible. Les films Battle Royale à l'époque. Voilà. Et du coup, bon, peut-être que ça peut s'expliquer en partie par la différence culturelle. Et voilà, du coup, la différence culturelle fait aussi qu'on a certaines références qui nous manquent. Moi, le deuxième jeu, j'avais pas la ref. Non. C'est un jeu qu'on a. Non. Mais par contre, tu comprends vite. Mais au-delà d'un 2-3 soleils, il y en a un autre qui est... les jeux les plus iconiques de la série, pour le coup, c'est vraiment des jeux sud-coréens. Des jeux d'enfants sud-coréens. Et ça commence tout de suite. En fait, le premier épisode, il t'explique les règles d'un jeu qui s'appelle le jeu du calamar. Ouais. Donc le Squid Game.
Et j'ai rien compris. Ouais, c'est hyper compliqué. Franchement, c'est super compliqué pour les gamins. Je sais pas comment ils font pour jouer à ça. Enfin bon, allez-y. J'allais dire les yeux fermés, mais non, ouvrez les yeux parce que c'est joli. Tu l'as vu en VO ou en VF? En VO. En VO. Je mate plus rien en VF. J'arrive plus. Je me suis arrêté la VF c'est con, à Desperate Housewives. Ah, ça fait un Donc temps, ça quand fait un même. moment. Ah oui. J'avais vu un épisode en VF parce que j'avais pas réussi à le télécharger, à faire une copie de sauvegarde de la VO. Et j'ai arrêté la série là. Je suis pas plus. Donc voilà, VF, comme le dit Madame. VF, c'est pas bien. Alors, ça dépend. J'ai pas de contre-exemple actuel, parce que je pensais dans un des sujets, mais celui-là, même ce film-là, je ne l'ai pas vu en VF. Oui. The Witcher, le cauchemar du loup, qui est un film d'animation autour de The Witcher. Mais c'est vrai que je suis de moins en moins réticent à regarder des films d'animation, des films en 3D, avec un doublage français. Et notamment les jeux vidéo, ça me gêne plus du tout. J'ai plus The Witcher 3, je le fais qu'en français et j'ai du mal à le faire en anglais. Oui, parce que la VF de The Witcher est bien aussi. S'il n'y a pas le lip sync entre guillemets, il commence à y avoir quand même des belles prods en français. Enfin, ça devient un métier qui est valorisé et c'est plus sous-coté comme ça a pu l'être pendant longtemps. Bref, c'était petit aparté. Le cauchemar du loup, donc c'est un film qui est sorti sur Netflix il y a peut-être un mois maintenant. C'était peut-être début septembre, un truc comme ça. Ouais. Où on suit en fait l'histoire de Vézémir, qui est un sorceleur, donc comme Geralt, ou Geralt pour ceux qui le voient en VO. C'est le mentor de Geralt, et c'est un film d'animation qui va introduire un petit peu qui il est, parce qu'il va apparaître a priori dans la saison 2. Dans la saison 2 live, c'est en lien avec la série live de Netflix. Et puis le lore est tellement fou que c'est cool de le mettre un peu plus à l'écran. Et c'est ça. Donc ce film va en profiter pour présenter Vézémir, mais aussi tout l'univers de The Witcher un petit peu plus loin. Notamment au niveau de Kaer Morhen. Puis en se permettant peut-être des effets qu'il aurait été pas possible de faire ou qui auraient coûté plus cher à la série pour une première saison. Sachant que le mec des effets spéciaux s'est barré pour faire Senseiya. Donc, mais voilà, donc en gros, Vézémir, on commence le film. Alors, la scène d'intro du film, j'y reviendrai après. Mais globalement, on suit Vézémir qui en a marre d'être un pauvre petit domestique. Donc c'est un domestique, et un jour il rencontre un autre sorceleur qui s'appelle Deglan. Donc en français, j'espère qu'ils n'ont pas juste l'appelé Deglan. Ça marche moins bien. Mais qui est un sorceleur qui se fait pas mal de thunes, et Vézémir étant complètement pauvre et bloqué dans sa petite villa avec Iliana, une nana qui l'aime éperdument, finit par se dire j'ai envie de me barrer et je veux des thunes. Donc il va finir par suivre Deglan, et il va arriver donc à la forteresse de Kaer Morhen. Donc cette affiche, je la trouve ridicule, on dirait la jaquette de Demon's Souls. Je viens d'avoir sur ma PS5. Mais voilà, donc il va arriver là-bas, et il va avoir un petit saut temporel où on va le voir adulte. Donc là, c'est une parodie de la scène du bain qu'il y a dans le jeu vidéo et dans la série. Donc on le retrouve plus tard. Donc Vézémir a bien grandi. Il est un sorceleur accompli. Ouais, c'est un sorceleur accompli. Il chasse, et on le découvre au tout début de la série, la scène d'ouverture. Met directement l'ambiance sur le film d'animation. Donc les films d'animation, ça peut cibler beaucoup de publics différents, notamment des publics adultes, voilà. Et le film est extrêmement violent. La scène d'ouverture, c'est une famille qui se fait totalement déchirer en morceaux, notamment les enfants. Ouais.
Donc il y a tout bien explicite. Le père qui se fait transpercer la tête par un tentacule chelou. Enfin, voilà, c'est assez violent. Moi, les animés avec des tentacules, en général, ils finissent pas comme ça. Mais voilà, ça met directement l'ambiance. Et la musique était géniale. Il y a une petite musique d'intro qui est bien foutue. Donc l'ambiance que vous avez trouvée dans la série, vous la retrouvez ici. Elle est complètement là. Vous la retrouvez, même si graphiquement ça fait un peu trop propre par endroits. C'est presque cel shading. Ouais, quand tu les vois en mouvement, alors c'est le studio, je crois que c'est le studio qui avait bossé sur la légende de Korra, etc. Donc c'est un bon gros studio. Il y en a beaucoup qui comparent à la série d'animé Castlevania en termes de réalisation. Il y a un peu de ça. C'est plus net que Castlevania. Castlevania, ils ont vraiment mis du grain. Ouais, mais c'est sale entre guillemets. La réalisation est quand même assez propre. Et ce que j'ai bien aimé, donc on voit aussi toute l'histoire du conflit entre les humains, les sorceleurs, les mages. Globalement, ça va être ça l'histoire, jusqu'à ce que les sorceleurs se fassent poutrer la face. Ce qui explique pourquoi il n'y a plus beaucoup de sorceleurs à la saison 1 de The Witcher. Ils se font un peu décimer. Ils se font un peu éclater la face légèrement. Les sorceleurs se battent pour leur survie, pour la survie aussi de leur métier. Parce qu'ils sont tellement efficaces qu'il y a de moins en moins de monstres, donc il y a une réflexion autour de ça qui fait que elle là, va se dire les sorceleurs c'est vraiment des enfoirés. Du coup voilà, c'est un peu le truc que je regrette. L'aspect politicien. Alors l'aspect politicien, pas forcément. Il est assez bien amené. C'est pas si mal. Vous attachez pas trop aux personnages d'ailleurs, les potes de Vézémir, tout ça, évitez d'y croire trop. Mais elle, en fait, je la trouve assez naze. C'est l'extrémiste. C'est l'antagoniste. Et voilà, c'est vraiment... C'est Android, quoi. C'est la meuf, elle a pas de demi-mesure. Ouais. C'est genre un sorceleur l'a poussé à un moment à faire les sorceleurs c'est tous des enculés, je vais tous les buter. Et puis pour les buter, je vais m'associer à d'autres personnes que j'aime pas du tout. Et ça, c'est pas très clair. Il y a des choses. C'est bizarre. T'es là, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ouais. Vous auriez pu laisser un peu le temps de faire ça. Ça dure 1h30, donc 1h30, faut envoyer. 1h20, ouais. 1h20, et ça prend beaucoup de temps au début de faire quelque chose. T'as les 45 premières minutes, c'est assez lent. Et puis après, on va buter tous les sorceleurs. Voilà. C'est lent, mais c'est rythmé par des périodes de flashback quand même, qui sont pas si mal. Donc du coup, c'est pas si long quand même. Hop, voilà. En termes d'animation, les scènes d'action finale, c'est quand même incroyable. C'est hyper dynamique, il y a des mouvements de caméra de dingue. Les personnages, à tout moment, ils sont hyper bien dessinés. Ça s'enchaîne, c'est hyper bien chorégraphié. Là, il y a un travail d'animation qui est quand même complètement dingue. Moi, c'est ce que j'en ai retenu quasiment le plus, en dehors de l'ambiance Witcher. Il est un petit peu comparé à Castlevania, parce que dans Castlevania, les combats étaient vraiment top aussi, bien dynamiques, et on peut retrouver ça, voire peut-être même le stade au-dessus. Oui. Ouais. Oui, Castlevania, de temps en temps, tu sens que ça bâcle un peu. Sur certaines... En fait, t'as des scènes, t'as des scènes où ça va vite, et le budget est parti dans 30 secondes, et après le reste, on va se calmer, on peut plus. Mais voilà, donc moi ce que j'ai adoré, donc clairement pour moi c'est un super film. J'ai vraiment kiffé cette 1h20. Ce que j'ai le moins aimé, donc c'est un peu trop survolé sur certains points, notamment pourquoi elle est aussi méchante que ça. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont pas forcément bien mis en place au niveau de l'intrigue. Et très rapidement, on se retrouve avec tout le monde à Kaer Morhen qui va se faire défoncer. Et si t'as cligné des yeux à un moment, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? L'autre truc qui m'a dérangé un petit peu, donc il y a des choses
qui me paraissait un peu étrange. Les sorceleurs, donc je suis pas non plus un méga expert de The Witcher. J'ai adoré The Witcher 3. J'ai lu quelques bouquins, mais je connais pas tout. Mais pour moi, les sorceleurs ont pas vraiment de sentiments. Et Vesemir fait preuve beaucoup de fois de sentiments à certains moments. Et à d'autres, pas du tout. Genre les enfants, ils se barrent en rigolant. Tiens, prends ta pièce et je me casse. Quand la famille est décimée, qu'il en reste plus qu'un. Enfin, tu vois, donc il y a des choses un peu étranges. Et il fait... Tu le mets un skin de Geralt. C'est Geralt. Il ressemble pas à Vesemir des jeux, en fait. C'est... Alors, des jeux, oui, c'est... En même temps, dans les jeux, il a l'expérience, entre guillemets. Enfin, là, il est encore jeune, quoi. Ouais, c'est un jeune sorceleur. Il a que 70 ans. Voilà, c'est là où ça déconne aussi, c'est que il est supposé être dans la force de l'âge. Enfin, encore jeune, mais... En 70 ans, même si tu vieillis moins vite, parce que les sorceleurs baignant dans la magie, etc., ils vieillissent moins vite, je pense qu'en 70 ans, t'as quand même le temps de te prendre du plomb dans la tête. Ouais, oui, c'est vrai que là, même si tu restes jeune... Il fait encore jeune impertinent. Il fait encore petit blaireau, quoi. Jusqu'au bout, il fait petit blaireau, donc bon. À certains moments, alors pas complètement petit blaireau. Non, mais il y a des choses... jeune con, quoi. Jeune... Impertinent, oui. Mais ouais, donc... Jeune trublion, si tu souhaites. Voilà. C'est un trublion. Mais il y a des petits trucs qui pour moi, matchaient pas forcément. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une super introduction à l'univers. Tout ce que vous avez aimé de la série, si vous l'avez aimé, vous le retrouvez. Si vous n'avez pas trop aimé la série, je pense que vous pouvez quand même aimer le film. Si vous êtes complètement novice dans l'univers. Ça peut peut-être même vous donner envie de regarder la série ou de jouer au jeu. Ou lire les bouquins. Et clairement, les scènes d'action sont assez incroyables. Je crois qu'en fait, les dernières 20 minutes, c'est qu'une grosse scène d'action. Peut-être même la dernière demi-heure. C'est que ça. C'est ce que tu disais, c'est 45 minutes de on met en place les choses, et après c'est 20-25 minutes de... C'est un peu bourrin, quoi. Quand même un peu. Hop, alors, on va enchaîner avec un petit film indépendant, Dune. Ah oui. Petit film indépendant. D'arrêt d'essai. Parce qu'on est vraiment sur un film... 25 000 € de budget. Oui. C'est ça. Tu rigoles, mais j'ai plus le chiffre du budget, mais le budget est pas si énorme que ça comparé à d'autres films. Le décor, c'est Avengers Endgame, par exemple. Il a coûté la moitié ou un tiers d'Avengers Endgame. Forcément. Mais Avengers, je crois c'est pas lui qui a coûté 1 milliard. Non. Je sais plus combien il a coûté, mais il a coûté tellement. Ça a été n'importe quoi. Dune. Donc du coup de Denis Villeneuve, qui est sorti millions de dollars, qui est sorti aussi le 15 septembre. Ça dure 2h35, donc c'est long, mais à la fois c'est pas si long que ça. Il y a des films qui ont fait beaucoup plus long. Et moi je les ai pas vus passer du coup. Alors il y a Denis Villeneuve, bien sûr, la réal, et il y a quand même un casting de fou qui est à noter. Il y a Timothée Chalamet, Chalamet dans le rôle de Paul Atreides. On a Rebecca Ferguson qui joue sa maman. On a Oscar Isaac qui joue son papa, Leto Atreides. On a Jason Momoa qui joue Duncan Idaho, son maître d'armes. Stellan Skarsgård qui joue le baron Harkonnen, qui est pas sur l'affiche, mais Stellan Skarsgård, vous le connaissez, c'est le père de Alexander Skarsgård. Tous les Skarsgård, bien sûr. Et qui joue notamment mais c'est lui qui joue le professeur Eric Selvig dans Avengers et Thor, etc. On a Josh Brolin qui joue Thanos. Duncan, je ne sais plus son nom. Il s'appelle Duncan aussi. Il y a 2 personnes qui s'appellent Duncan. Non, c'est pas Duncan Idaho, pardon, non, il joue le colonel de l'armée, je me rappelle plus son nom, c'est pas grave. Javier Bardem, Zendaya et Charlotte Rampling aussi, Rampling, qui est dans le petit casting. Petit casting, gros casting. Et déjà, je vous le dis direct, le casting colle parfaitement. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a zéro, s'il y a les Javier Bardem et pas au top dans son incarnation du personnage de Stellan Skarsgård, qui est un chef Fremen.
J'ai trouvé que c'était peut-être celui qui rendait le moins bien finalement à l'écran, mais les autres ils sont top. Jason Momoa passe trop bien en maître d'armes un peu fou qui dans tous les sens avec son côté en plus des îles, ça rend vraiment un peu atypique et c'est vraiment top. Timothée Chalamet est parfait du début jusqu'à la fin. Je trouve qu'il joue bien le rôle du mec qui est là mais qui a pas envie d'être là mais qui doit être là quand même mais qui a pas envie d'être là et puis qui se dit bon bah faut que je sois là quand même hein. Et il le joue très bien. Rebecca Ferguson est très bien, Oscar Isaac dans le rôle de Leto Atreides est juste parfait. Enfin voilà, tout le monde est bon. Stellan Skarsgård est ignoble et horrible dans le rôle du Baron Harkonnen. C'est vraiment top, vraiment. C'est le truc moche volant. C'est ça, ouais. Le gros volant. C'est lui. Moi j'ai la référence de l'ancien film. Toi, t'as la référence de Dune de 1900. C'est ça. Celui qui tire le bouchon de la baignoire. 1984 de David Lynch. C'est celui-là, c'est avec du coup Kyle MacLachlan. Et Sting, bien sûr, surtout. Il y avait surtout Sting, qui était pas très très bon, hein, on va le dire. Hein, pour être honnête, hein, quand tu le revois maintenant, tu dis ça a bien vieilli. Il y avait aussi des téléfilms. Alors Dune, c'est galère, hein, c'est vraiment une série de livres dont l'adaptation cinéma, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ouais. Il y a eu cette adaptation-là en 84, mais il y en avait une aussi de Jodorowsky qui a finalement d'où Star Wars est né dans les cendres. Hein, finalement, c'est un peu ça ce qui s'est passé à l'époque. Avec d'ailleurs, il y avait pas, c'était avec The Pink. Il y avait Mobius, il y avait les Pink Floyd, pardon, pas The Pink Floyd, les Pink Floyd qui étaient là pour la BO. Enfin, c'était le gros projet. Et puis Star Wars est né. Et puis il y avait Dali. Salvador Dali, mais c'était un projet extraordinaire qui est tombé complètement dans l'oubli et faute de peut-être personne n'a cru dans le projet. Enfin là du coup Denis Villeneuve a un peu porté le projet à bras le corps depuis quelques années maintenant. Denis Villeneuve il a fait quand même Premier Contact qui est un film trop bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment aimé. Bon, c'est la nana derrière la vitre qui parle avec le extraterrestre qui fait des ronds. C'est super bien ça. Ouais, j'avais vachement aimé. Premier Contact qui était parfait. Et Blade Runner 2049, que moi j'aime moins que l'original, mais je suis très attaché au premier, mais qui est quand même un super film. Nous deux, avec Charlie, on l'a vu en entier. Ah oui, parce que vous avez dormi chacun une partie, d'accord. Chacun son tour. On l'a vu au ciné, on a dormi sur l'épaule de l'autre à chaque fois. Ah, c'est mignon. La séance de 21h45, c'était un peu trop tard pour un film contemplatif. Donc Dune, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série de livres, de bouquins qui a été écrit par Frank Herbert et après son fils, parce que lui, Frank Herbert aurait fait le cycle de Dune à peu près, c'est-à-dire les 6 premiers tomes, mais son fils aurait fait un peu la suite. Je suis pas un spécialiste, donc je dis peut-être des bêtises. Qu'est-ce que c'est? C'est un space-op, c'est de la science-fiction qui se passe dans l'espace, et notamment sur une planète qui s'appelle Arrakis, qui est une planète Tatooine, quoi, en gros. Tatooine, vous imaginez Tatooine, mais avec des rivières des sables et des tempêtes qui tournent à 800 km/h et qui arrachent tout. C'est les deux trucs qui sont un peu terribles. Ça a été tourné en Jordanie, pour info, tous les passages dans le désert. Donc c'est plutôt sympa. Il faut savoir qu'il y a eu très peu de fond vert, beaucoup de décors, beaucoup de paysages extérieurs, très peu de CGI. C'est le même mec qui a fait Squid Game. Et là c'est en Islande. Très peu de CGI. Donc c'est quoi? C'est l'histoire de Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet, qui est le fils de la maison Atreides, le jeune fils. Son père est le duc Leto. En gros, il y a une planète Arrakis qui produit quelque chose qui s'appelle l'épice, qui est une substance, parce qu'on la transforme en substance, mais qui est un produit que tout le monde qui s'arrache à prix de fou parce que ça permet de mieux naviguer dans l'hyperespace. C'est le pétrole de l'espace. C'est le pétrole de l'espace. Okay. La planète était en charge par les Harkonnen, sauf qu'ils la perdent au profit, parce qu'il y a un empereur qui gère un peu tout ça, il y a différentes maisons, il y a toute une cour un peu royale derrière tout ça. Et du coup, l'empereur arrive vide et fout les Atreides en gestion de la planète. Mais derrière tout ça, il y a tout aussi un complot avec différentes... Ça se passe dans un futur lointain du nôtre, en fait, où il y a eu des guerres interstellaires, des départs, des planètes, des fuites, etc.
Et on a aussi des ordres religieux qui naissent avec une évolution de l'humanité avec des pouvoirs psychiques, notamment un ordre qui s'appelle les Bene Gesserit, qui sont composés uniquement de femmes qui ont des pouvoirs de vision et de parole aussi, qui peuvent obliger les gens à faire des choses en utilisant la voix. Paul, ce ne sont pas les droïdes que pour Paul, sa mère est une ancienne Bene Gesserit et hérite un peu de pouvoirs un peu particuliers, alors que c'est un homme, il ne devrait pas, mais voilà. Et donc il finit sur cette planète avec l'épice. Cette planète qui est souvent attaquée, enfin l'épice qui est récoltée du coup par des moissonneuses dans les déserts, parce que le désert, c'est là où l'épice se permet, mais dans ce désert, il y a des vers des sables qui sont des vers énormes qui mettent tout en péril. Et on a aussi le peuple qui vit là-bas, qui s'appelle les Freemen, qui sont un peuple aux yeux bleus, comme vous pouvez voir Zendaya qui a les yeux bleus, parce qu'ils consomment de l'épice, et à la force de consommation de l'épice, à force de consommer, ça leur donne les yeux bleus. Et voilà, en gros, c'est... Non, j'ai pas tout dit du tout du film, j'ai juste fait un synopsis pour vous montrer l'univers. Maintenant, ce qui se passe dans le truc, j'ai fait Tolkien, quoi, t'as mis en place l'univers. Ouais, j'ai peut-être un peu trop posé, mais par contre, je vous ai pas tout dit. Et donc, le truc touffu de fou. Et moi, j'ai lu les 2 premiers tomes il y a quelques années, il y a même 15-20 ans maintenant. Non, pas 15, il y a 15 ans facilement, j'ai lu les 2 premiers tomes. Quand t'avais 10 ans? Et non, je les ai lus vers 15 ans. Et moi, c'était fou. Mon père m'avait fait voir le film que j'avais un peu aimé au début. Et c'était trop bien. Et là, le film est trop bien... Enfin, le livre est bien rendu. Alors, il y a bien sûr des facilités scénaristiques pour que ça soit plus digeste. Et oui, il y en a plusieurs même. Mais ça passe bien. C'est un peu... qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, c'est un peu l'adaptation réussie comme la trilogie du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. C'est-à-dire qu'il y a des facilités scénaristiques, mais qui ne desservent pas le récit et qui servent le film. Okay. Et donc, du coup, c'est juste bien. Il a trouvé le juste équilibre pour réussir ça. Et je pense que c'est un équilibre pas facile à trouver. Je trouve depuis le Seigneur des Anneaux, dans les adaptations de films au cinéma, il n'y avait pas eu cet équilibre qui était sur des grosses sagas comme ça. L'équilibre n'avait pas été trouvé. Moi, par exemple, je suis un déçu d'Harry Potter en film, mais ça, c'est moi. Il y en a beaucoup. Voilà, mais parce que moi, l'univers que je m'étais mis dans ma tête était plus fou, et je trouve que si tu regardes le film, si t'as pas lu le livre, je vois pas comment tu comprends le dernier film. Tu passes à côté de plein de trucs. De toute façon, même le 6, tu comprends pas le prince de sang mêlé. Ah oui, le prince, voilà, par exemple, voilà. Et donc, du coup, je trouve que c'est pas mal. Ça, pour le coup, c'est cool. Le film est magnifique. Les musiques sont top. Mais du coup, je vais passer au truc. Pour moi, c'est enfin un bon blockbuster de SF. Je pense qu'on n'en avait pas eu depuis un grand moment. Et c'est un blockbuster intelligent, je trouve. Et je trouve ça top, en fait. Je trouve ça top parce que ça fait réfléchir. Il y a plein de conflits politiques. Et tout ça est bien mis en place. Alors, ça va pas trop loin non plus, comme pouvait faire le livre. Mais par contre, ça te fait réfléchir. C'est pas un film où tu restes complètement inactif à bouffer juste qu'on te sert comme les productions Marvel, mais même si je les adore, hein, j'ai vu Shang-Chi, je trouve que c'est un super film popcorn, mais voilà, là ça fait du bien d'avoir des films comme ça, des blockbusters un peu intelligents, profonds, tu vois, et je trouve ça top. La BO, c'est une trilogie finalement ou c'est alors non, ça va être, alors là c'est ça le souci, c'est que c'est adapté en 2 volumes. Ah, c'est 2 volumes. Oui, je l'ai vu dans une bonne salle, je crois que c'est de l'IMAX, ouais. L'IMAX. Il va y avoir 2 volumes au cinéma, c'est bien d'une partie 1. Ouais. Le souci, c'est que la partie 2 ne se fera que si celui-là réussit. Et je crois qu'il faut qu'il réussisse aussi sur les plateformes de streaming de HBO Max. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu la merde. Denis Villeneuve est un peu vénère contre c'est pas cool. Le budget de la partie 2, c'est les récoltes de la partie 1. Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est un peu dommage. Donc faut aller au cinéma. Donc faut aller au cinéma, il faut le voir. Sincèrement, c'est ce qu'il faut faire. Oh, bah, je vais y aller. Pour l'autre plus, je me rappelle plus ce qui... Vas-y. Du coup, Mada, il disait tout à l'heure, tu savais il n'y a pas d'IMAX à Bordeaux, donc non, je l'ai pas vu en IMAX. Non mais tu savais toi que c'était pas un film complet au moment où tu allais voir ? Oui, je savais, oui. D'accord. Oui, je le savais. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit juste d'une. J'ai un pote, il a fait... Ah non, je le savais. Il a fait l'histoire démarre. Oui. C'est fini. Non. J'imagine, du coup, il y a pas la voix. Les armes vocales. Il y a des trucs, c'est. Ah oui. Il y a des trucs. Parce que... Il y a des trucs. Si, il y a des trucs. Je me dis que du coup, ça... il y a les vibrolames, c'est trop bien.
Les vibro-lames, c'est dans KOTOR. Je suis en train de me mélanger, mais les armures, les champs de force, là, c'est trop bien. D'ailleurs, les scènes sont trop bien, je trouve. Donc la BO est complètement folle, et même le sound design, enfin on dit pas sound design, mais le fond sonore du film est top, les vaisseaux font des bruits trop bien, la musique est parfaite, et sert totalement le récit, elle est pas trop prenante, parce que j'ai des souvenirs de films. Blade Runner, je me souviens surtout d'un vacarme et d'un vrombrissement constant, avec beaucoup de musique et trop de musique. Là, je trouve qu'il a trouvé le bon équilibre. Il y a un film, moi, que je supporte pas voir, c'est le Superman qui est sorti là, avec Henry Cavill, le premier, parce que j'ai l'impression que je bouffe de la musique pendant 2 heures de film. Et tu en ressors, t'as envie de te taper la tête contre les murs, et là, je trouve que c'est juste parfait. Il y a quand même ces gros trucs qui montent, mais ça rend bien. Il y a même un peu un moment de la... Comment ça s'appelle du truc écossais là. Non. La cornemuse. La cornemuse, je crois. Il y a de la cornemuse. Parce que tu imitais la harpe, mais... Ouais, non, c'était la cornemuse. C'est de la cornemuse comme ça. Les costumes sont magnifiques, et je pense qu'il va y avoir des Oscars à ce niveau-là. Le casting de fou est complètement juste. Et voilà, bon, point négatif, il y a du sub partout. Et c'est tout, quoi. Non, il n'y a pas... Franchement, j'ai pas trouvé trop de points négatifs. Du sable et Javier Bardem qui est moins bon que les autres, mais qui est bon quand même. Qui est moins bon, ouais, qui est moins bon. J'ai pas trouvé de points négatifs parce que je trouve que le film est honnête. Et tu en ressors... Oui, on peut faire mieux. Il y a des trucs à améliorer, mais franchement, le film est bien. C'est propre, quoi. Donc pourquoi mettre des points négatifs? Alors on pourrait dire ça, mais je pense que Denis Villeneuve est assez proche de sa création pour savoir qu'il y a peut-être des défauts et des impairs à certains moments, et qu'il veut aussi rendre sa vision, et que c'est son truc, quoi. Donc on pourrait avoir le même débat avec le Kaamelott. Ouais. Et je pense que à la fin de Kaamelott, on était tous sortis. Oui, il y a des défauts, mais putain, c'est bien. et donc, c'est mal joué, mais c'est bien. Oui, ouais, c'est pas toujours bien. Ça dépend qui. Il y en a qui sont moins bien joués. Mais là, par contre, c'est bien joué. Allez-y, c'est trop bien. Et pour donner un petit avis, parce que Audrey est venue me voir avec moi, Audrey qui est pas du tout space up, science-fiction, à part Star Wars un peu, ça la rebute. Elle aime pas du tout ça. Elle a trouvé ça trop bien. Okay. Donc voilà, pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Ce n'est pas bien pour ceux qui aiment. Non, non mais voilà. Par contre, il faut faire gaffe où tu vas le voir. A priori, en région parisienne, il y a plein de salles IMAX où c'est entre 18 et 20 balles la place. Ah oui, mais c'est pas étonnant. Ah ouais. Ça fait mal quand même. 20 balles la place, tu vas pas en famille quand même. Hein. Je peux pas te dire. Non, famille nombreuse, t'es dégoûté. Bon. J'étais un peu long, excusez-moi. Non, mais t'inquiète, le dernier sujet est assez rapide. C'est moins que Squid Game. Je suis toujours un petit peu plus long que toi. Du coup, on va aller assez vite. Il y a Star Wars Visions qui est sorti. Donc c'est une série animée d'anthologie. Donc c'est plusieurs courts-métrages qui donc sur courts-métrages plutôt d'animation qui sont disponibles dès maintenant sur Disney+. Et c'est des studios d'animation japonais qui sont prêtés à l'exercice de faire un court-métrage sur Star Wars. C'est sorti, je crois, mercredi, donc là, je les ai tous vus quand Pierre m'a dit « au fait, t'as vu Star Wars Vision ?» Je fais « Putain, non, trop bonne idée !» Et hop, j'ai regardé. J'en ai maté 3, je crois, les 3 premiers. Alors, j'ai tout vu. Ouais. Et autant vous dire que c'est extrêmement inégal. Ouais, bah, comme extrêmement inégal. C'est le problème avec Love, Death and Robots, c'est le problème avec What If qui est très cool, mais tous les épisodes ne sont pas forcément j'ai bien aimé le dernier. Bon. Et pourtant, il est pas ouf. Ouais, moi, j'ai pas trop kiffé le dernier, mais il était pas mauvais. C'est pas un mauvais épisode, mais il est moins bien. Il sert à rien, mais je le trouve marrant. Alors, pour le coup, il sert clairement. Comme Animatrix, effectivement. Comme Animatrix, en effet. Et donc, on retrouve des gros studios. Hein. On retrouve Studio Trigger qui avait fait Gurren Lagann, Kill la Kill, d'ailleurs qu'on retrouve énormément sur Netflix. Il y a Production IG qui avait produit Ghost in the Shell. Enfin, il y a des... Donc, pour Ghost in the Shell, c'est lequel épisode? Ah bah j'ai pas de... Le 9e Jedi. Ouais, j'ai pas. Et c'était un très très bon épisode. Celui-là, je pensais que c'était, tu vois, Watanabe, Cowboy Bebop et tout, et en fait c'est Geno Studio, et j'arrive pas à savoir s'il est impliqué dedans ou pas. Okay. Geno Studio. Ça ressemble. Ah ouais, ça faisait Cowboy Bebop. Hein. Ça faisait vraiment, ouais, le chara-design classique. Après, on retrouve des personnages connus de l'univers de Star Wars. C'est qui lui? Boba. Mais
Ah pardon, attention. Je fais les premier c'est degré. Première dose. Allez, Hop là. Franchement, c'est Boba. Boba, c'est il Boba. est bien dessiné, t'es con. Franchement. D'accord, non, autant pour moi. Donc ça a commencé par cet épisode-là, le duel. Mandalorian. Moi, je le trouve très beau cet épisode. C'est le seul que j'ai Ouais. vu, mais par contre, Alors, je trouve qu'il raconte rien. Mais après, Il est beau, Ah oui. mais voilà, c'est le défaut du truc. Ça va nulle part. Ils se sont dit, studio d'animation japonais, eh ben on va faire Star Wars Japon. Ouais. Et c'est un peu le problème. Là, en fait, tu retires les sabres laser. samouraïs. C'est un combat de samouraï, c'est Ouais. tout. Et la force, elle est là, elle sert que. C'est un combat de Si, samouraï, vite fait, quoi. manga. ça, c'est cool. Oui, bah, il y a des passages classe. En fait, chaque épisode va avoir son lot de bonnes idées. Des petits trucs que tu te dis, mais tu vois, depuis qu'on a vu dans Star Wars 7 que quelqu'un peut arrêter les lasers avec la force, Cette que scène la était scène pas mal. était hyper belle, bah on le retrouve partout, tu vois, des trucs... Alors qu'on l'avait jamais vu avant. C'est ça, alors Ouais, mais qu'avant, t'as quand même- jamais... T'as aussi le jamais côté vu. manga avec le toujours plus, quoi. Enfin... Alors, le toujours plus, c'est Studio Trigger. Ah, mais ouais, non, mais. Studio Trigger, eux, ils ont pour l'habitude de faire des trucs complètement Ils ont pétés. craqué. Mais complètement pétés. Tu Ils ont regardes Gurren complètement Lagann, craqué. tu regardes Kill la Kill. Alors tu là, regardes- on a la moitié de c'est- l'audience qui a fait des crises d'épilepsie. Donc, Ouais, ouais. Ça, C'est c'est normal. l'épisode The Twins. Donc, c'est deux jumeaux. jumeaux, Ouais. deux jumeaux qui se battent l'un contre l'autre. Et clairement, ça commençait bien jusqu'à ce qu'en fait, ils finissent par se battre sur un destroyer impérial Dans l'espace. dehors, Dans l'espace, ouais, comme au ça, calme. Ouais. ils parlent, ils respirent, ils font tout. Tranquille. Je fais non, ils hop, respirent hop, pas. hop, c'est la force. Ouais, ils respirent. Bah, Ils s'ils ont une bulle parlent, de force autour d'eux. Ouais. Ouais. Donc, il y a certains C'est trucs ça qui t'a le plus choqué. Ah ouais, Pas le fait qu'à la fin, il explose un destroyer. Mais c'est trop drôle, en le mode sabre pouf. laser. Ouais. Merci, moi, spoilé. Comment on peut le spoilé. dire C'est... Enfin, Oui, mais là, si moi, c'est vraiment le côté toujours plus, quoi. Comme Mais la le- meuf dans les samouraïs, elle arrive avec son sabre laser. En fait, tu sais, t'as lequel Grievous qui avait les 4, machin, etc. C'était oui. déjà beaucoup trop. Là, la meuf, elle a 8 sabres laser dans un parapluie. Mhm. Elle le fait tourner. Dans le duel, Ouais. dans le premier. Alors, C'est toujours plus, il quoi. y a un exercice de style aussi assez intéressant sur certains trucs, c'est que quand ils ont transposé au Japon, ils ont utilisé les éléments habituels médiévaux du Japon, donc les ombrelles. Ils ont Oui. fait une ombrelle laser, donc chacune des baleines, je crois qu'on appelle ça des baleines, qu'il y a Oui. sur, Oui. sur le parapluie, là, Éteint le sabre. est Enfin, un une sabre lame. laser. Ouais. Oui, est une lame. En mode. Donc c'est pas mal. Il y a des chouettes idées. Il y a un épisode très mignon, c'est T0B1 qui est très très cool. c'est Astro Boy Astro Boy élevé par quelqu'un qui veut terraformer les planètes pour les sauver et tout, et il finit par se battre contre un site et tout. C'est assez chouette. Il y en a d'autres un peu plus what the fuck, où là il y a Boba Fett qui Boba vient Fett. chercher C'est Boba Non, c'est Django, là. qui vient chercher Django Reinhardt quelqu'un de la famille des Hutt, Mhm. donc une grosse limace de la famille des Hutt, mais qui est en fait une rockstar. Mais par contre, il est un peu en SD quand même, faut se l'avouer. Ouais, l'épisode est tout en SD, hein, C'est- donc en super deformat. C'est Space, quoi. Donc il y a Donc c'est différents, Boba avec un casque qui fait la taille de son corps, quoi. Ouais. Là, c'est encore le studio Trigger, mais dans un autre style d'animation qui est plus réaliste, Plus qui carré. était pas mal aussi. Et il y a plein d'effets visuels. Les studios se sont amusés vraiment à faire plein de choses graphiques. C'est comme ça qu'il Et, faut le voir, en fait. et Comme, ouais, c'est des exercices de style je sur pense. Star Wars. Ça va pas vous changer la vie en termes de série ou autre. Si vous aimez bien Star Wars, je suis pas forcément sûr que vous allez aimer. C'est un peu ça le problème. Ça me rappelle le Batman. Ils avaient fait un Batman Batman. Ninja, mais c'était ça, de la par merde. contre, Ninja, là. Ah ouais
Moi j'avais trouvé ça trop bien. Les mechas, des châteaux et tout. C'est l'épisode 1, je crois que c'est ceux qui avaient fait Batman Ninja. Ah ouais, moi j'ai trop adoré Batman Ninja. Ah mais c'était complètement détruit. Et moi je trouve qu'il manquait. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'était bien. Si, il y avait des côtés kaiju, c'était trop bien. J'avais adoré jusqu'à ce que tous les châteaux se transforment en robots géants. Oui, mais c'est Goldorak. Mais après, le design était hyper cool des persos et tout. C'était super bien fait. Mais après, une demi-heure de châteaux médiévaux qui se transforment... avec le Joker qui a son propre château. Qui pique le château d'un autre, après qui ressemble les autres châteaux. Je fais voir... Et les singes qui font un... ça fait parodier. Les singes qui font un gros singe. Je fais non, complètement barré. Donc, si vous aimez Star Wars, je suis pas sûr que... Alors, si vous aimez Star Wars, mais que vous aimez pas les animés et vous êtes pas sensible à l'univers du Japon, ne regardez pas ça. Je suis pas sûr que vous allez aimer. Ceux qui sont en recherche d'originalité dans les animés en termes de scénario, ne regardez pas. Clairement, il y a rien qui va vous intéresser. Et si vous aimez les animés et Star Wars et que vous êtes complètement pété, regardez ça. Que vous aimez Star Wars pour la beauté visuelle et des sabres laser un peu loufoques et tout, ça peut vous intéresser. Mais voilà, c'est pas mauvais. Moi j'ai envie de dire, si vous aimez les figurines qu'il y a de Star Wars en Japon, tu sais, dans le côté japonais, vous allez aimer. Ça peut passer. Ça peut passer. Surtout mais voilà, après, vous allez pas perdre forcément beaucoup de temps de votre vie parce que c'est des épisodes de 13 minutes. Ouais, non, c'est donc, bon. 13 minutes. Il y en a 9, c'est ça ? Il y a 9 épisodes. Ouais. Et moi, si je devais vous en conseiller quelques-uns, ce serait le 9e Jedi, qui était très chouette. Lop et Ocho, donc, qui est le 8e épisode. Et celui avec le robot, donc T0B1 ou T-Obi-1, je sais plus comment, c'est peut-être T-Obi-1 qui l'appelle. Et voilà, regardez ces trois-là, et les autres, les jumeaux de Studio Trigger, pour le truc complètement pété, vous pouvez le voir parce que c'est très beau, c'est hyper bien animé. Ouais. Mais voilà, si vous recherchez du Star Wars... bien. Et du coup, ça fait pas du tout avancer le schmilblick. Non, il y a... alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 2 épisodes qui pourraient être canon à l'univers de Star Wars actuel. Mais je pense pas que une série comme ça va apporter un élément important pour les prochains... De toute façon, ils ont tellement de trucs en cours, là, c'est vraiment pour s'éclater, là. Ou s'ils apportent un truc, c'est peut-être un des sabres laser qu'on a vu, parce qu'on en a vu une chier. Des sabres laser qui peuvent faire 12 mètres de haut, des sabres laser rétractables à longueur adaptable avec la couleur qui s'adapte en fonction de ta tendance au niveau de la force, ou des sabres laser tentaculaires. Bernadette, ouvre mon sabre laser. Après, sincèrement, moi, voilà, le côté Japon trop poussé dans Star Wars, voir des katanas laser de partout et tout, c'était pas ce qui m'a plu. Le 9e Jedi, par exemple, on est vraiment sur une histoire de Star Wars animée par un studio d'animation japonais. Donc t'as pas ce truc où ça va forcer le côté Japon. On sait que George Lucas a inspiré de l'histoire du Japon, des costumes de samouraï et tout ça pour créer ses persos. Mais bon, c'est pas une excuse pour faire tout ça. Hein. Oui. Ah, bon. Voilà, donc si vous avez un peu de temps à perdre, 15 minutes à perdre, vous pouvez regarder ça. Et on terminera par ce sujet qui était, dis donc, très, très positif. Trop bien. Ouais, j'ai pas regretté de regarder ça, mais j'aurais préféré regarder d'autres épisodes de Squid Game à la place. Et donc c'est fini pour cet épisode qui est mine de rien un peu long, mais bon, on se voit peu, faut en profiter un peu quand même. Hein. On a 1h30, ça va. On a plein de choses à vous raconter, donc on en profite tant qu'on vous voit. Donc avec moi ce soir, j'avais Captain Hugh et Pierre Ségalen. D'ailleurs c'est inversé. Ouais. Donc ça c'est Captain Hugh pour ceux qui ne l'ont jamais vu, et ça c'est Pierre pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Et moi, Timo, donc Abrutim sur Twitter, que j'utilise quasiment pas. Mais Timo Gravelin ou Abrutim. Ah si, Abrutim sur Instagram, ça reste toujours ça.
J'utilise plus Instagram. Voilà. Je fais des stories de merde. Et voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller nous voir sur studiorenegade.fr pour voir tout ce qu'on fait d'autre. Il y a pas mal de choses. On fait beaucoup de streams de jeux, mais il y a d'autres émissions qui peuvent être plus high-tech. Enfin, il y a vraiment... de tout. Il y a à boire à manger. Voilà, il y a à boire et à manger, notamment dans What the Fox. Ah oui. Et puis je crois que c'est bon, on a fini. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Vous pouvez nous soutenir sur le Patreon, et puis voilà. Est-ce que tu as la réponse à la question de Mada qui demandait pourquoi... Enfin, si on savait pourquoi il n'y avait que Lana Wachowski à la réal du nouveau Matrix, et pas sa sœur. Oui, sa sœur a dit qu'elle avait besoin de temps pour elle, parce que c'était compliqué ces derniers temps, et Lana a dit, moi j'assure. Continue, voilà. Exactement. Moi, j'ai très peur. Ouais. Allez. Tu vois le trailer. On en parle juste après l'émission. Restez, on en parle un peu. Non, par contre, moi, un truc qui me hype, c'est Fondation. Fondation. Oui. Poppy, je crois qu'il va les regarder. Vous les avez vus. C'est sur Apple TV. Ouais, sur Apple+. Il paraît qu'il y aura une préquelle à Fondation. Apple+. TV+. Apple TV+. Putain, je sais pas. Ouais, bon, terrassement. Les gens, gros bisous. À la prochaine.